Difficile de croire que, quand vous dormez, quelqu'un puisse se glisser dans votre chambre et vous enlever sans que personne n'entende rien. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Ok, c'est bon pour le son? Oui, on peut tourner. Et l'image, ça va? Tout est OK, on peut y aller. Les années 1970, c'était en quelque sorte l'âge d'or des tueurs en série. Sur une même période, on avait Gacy, le tueur aux 33 cadavres enterrés dans son jardin, Ted Bundy, le tristement célèbre tueur d'étudiantes, Raider, qui sévit depuis plusieurs décennies et nargue les forces de l'ordre et les médias, Jeffrey Dahmer et ses épouvantables scènes de crime inhumaines, ou encore Gary Ridgway, le tueur de Green River, qui a fini par avouer 71 meurtres commis au cours de plusieurs décennies. Ces 5 tueurs ont commis le plus grand nombre de meurtres de l'histoire américaine. Ils opéraient quasiment tous à la même période. Avec le recul, il est légitime de se demander pourquoi le responsable n'a pas été arrêté ou pourquoi les autorités ne l'ont pas recherché. Mais je pense qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Dans les années 70, les États-Unis ressemblaient encore à un grand village paisible. Les gens se faisaient encore confiance. Il était tout à fait normal de traîner avec des inconnus ou même de monter avec eux en voiture. La notion de tueur en série n'existait pas encore, même pour la police. Dans les années 1970, les policiers n'avaient tout simplement pas les outils dont ils disposent aujourd'hui. Rechercher un nom dans une base de données, c'est quelque chose qui n'existait pas encore. Il n'y avait pas d'ordinateur. Pas d'Internet. Pas de téléphone portable. Pas d'ADN. Il n'y avait pas de caméra de surveillance. Tous les dossiers traînaient au fond d'un tiroir. Nous n'avions pas encore de système d'appel d'urgence. Et les tueurs en ont profité. John Wayne Gacy. Ted Bundy is still alive. BTK. Jeffrey Dahmer. Green River Killer. Georgette Hawkins, Stephen Toomey, Catherine Bright, Stephen Jones, Jamie Douglas, Terry Wilson, Shirley Vian. Il m'a pris par l'épaule et m'a dit « Suis-moi ». Il a menacé de me tuer si je n'obéissais pas. Je pensais que c'était juste un homme, que je finirais par rentrer chez moi, que tout allait bien se passer. J'étais loin d'imaginer que cette nuit-là allait être la pire de toute ma vie. Nous avons essayé de lui dire « C'est un enfant, ce n'est qu'un enfant ». Il a répondu « Eh bien lui, il affirme le contraire. Qui faut-il croire ?» Ces 5 tueurs n'avaient rien à première vue des fous furieux qu'ils s'avéreront être par la suite. Vous pourriez le croiser dans la rue, dans le bus, dans un avion. Rien ne peut vous laisser penser qu'il s'agit d'un des pires tueurs en série de l'histoire des États-Unis. Mais à l'intérieur se cache un monstre sans pitié. Ma mère m'avait dit que la seule chose pour laquelle elle priait tous les soirs, c'était de mourir paisiblement dans son sommeil. Et il semble que sa prière n'a pas été entendue. La vie à Wichita était très paisible. En 1974, la ville comptait environ 300 000 habitants, dont une grande majorité d'agriculteurs. Jamais nous n'aurions imaginé qu'un crime serait commis dans notre entourage. Ces choses ne se produisaient que dans les grandes villes, pas dans les petites villes comme Wichita. J'ai grandi dans une famille américaine typique, aimante, attentionnée. Ma mère et mon père s'aimaient depuis tout petit. Ma mère était une bonne catholique. Nous étions 5 enfants. Je me souviens que ce jour-là, j'étais rentré à la maison. J'avais de la neige jusqu'aux genoux.
Je suis entré par la porte de derrière et dehors, j'ai vu mon chien Lucky. Je lui ai dit « Hey Lucky, qu'est-ce que tu fais dehors? Viens, on rentre. » J'ai ouvert la porte de la cuisine. Il n'y avait aucun bruit, personne. Alors j'ai crié « Y a quelqu'un ?» Mon frère a répondu « Charlie, viens vite. Maman et papa nous jouent un mauvais tour. » J'ai couru dans le couloir. Je suis rentré dans la chambre. Et j'ai vu ma mère et mon père attachés, morts. Je pouvais sentir la peur et la douleur qu'ils avaient endurée, voir toute l'horreur de ce qui s'était passé dans cette pièce. Et c'était une douleur physique insupportable, comme si quelqu'un vous ouvrait la poitrine. Well, I confronted the family, pulled a pistol, in front of Mr. Otero. There, I realized that I didn't have a mask on or anything. They already could ID me, and made a decision to go ahead and cut him down, I guess, for strangling. I had never strangled anyone before, so I really didn't know how much pressure you had to put on a person or how long it would take. La police est entrée dans la maison. Ils ont vérifié toutes les chambres et c'est là qu'ils ont trouvé Joey Jr. La police pense que l'assassin s'est assis sur la chaise et a regardé l'enfant suffoqué. Quand j'imagine la scène, c'est terrible. Puis on a commencé à chercher Joséphine. Les officiers ont pensé aller dans le sous-sol. Un policier est descendu, il ne savait pas où étaient les lumières. Il balayait l'air des bras en essayant de ne pas se prendre un mur. C'est là qu'il a heurté quelque chose. Il a d'abord cru que c'était un sac de frappe fixé au plafond. Mais quand il a allumé la lumière, il a vu que c'était Joséphine et qu'elle était pendue à un tuyau de plomberie. Elle se débat énormément. Et pendant qu'elle se débat, lui, il la regarde en se masturbant. Si j'avais vu Joey et Josie, ça m'aurait rendu fou. Dieu merci, je ne les ai pas vus. Une scène de crime dans les années 1970, ça n'a rien à voir avec les scènes de crime de nos jours. La scène de crime dans l'affaire Otero, c'était impensable. Il y avait des journalistes qui se promenaient dans la maison. Il y avait même un commissaire qui avait décidé de se servir un verre d'eau. Il avait laissé le bac à glace sur le comptoir et les enquêteurs en avaient déduit que c'était le tueur qui l'avait laissé là. En 1974, le mot ADN n'existait pas. Il n'y avait aucune technologie de la sorte. Mais sous le corps de Joséphine, il y avait une sorte de liquide. L'enquêteur présent sur la scène de crime a eu une incroyable intuition. Il n'avait aucune idée de ce que c'était, mais il savait que ça pourrait être important pour l'enquête. Il a alors pris une tête d'oreiller, l'a découpée en plusieurs petits morceaux qu'il a plongé dans le liquide. 31 ans plus tard, un profil génétique sera établi à partir d'un de ces morceaux de tissu. La police a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un meurtre lié à un trafic de drogue. Ils ont arrêté plusieurs personnes. Il s'est avéré qu'elles n'avaient aucun lien avec l'affaire. En 1974, l'idée que quelqu'un puisse tuer uniquement pour le plaisir n'existait pas encore dans l'esprit des gens. C'était juste inconcevable. Il devait certainement y avoir un mobile. Pourquoi quelqu'un avait-il choisi cette famille? Pourquoi avait-il massacré 4 personnes? On a demandé l'avis de psychologues, pensant qu'ils auraient une idée de ce qui pouvait motiver une personne à faire cela. Dennis Rader a eu une enfance tout ce qu'il y a de plus normal. Lui-même dit « Je n'ai jamais été maltraité ». Mais il ajoute « J'ai su très jeune que j'avais ce petit quelque chose en plus ». Et ce petit quelque chose, c'est le démon qui est en moi.
celui qui m'a poussé à torturer et à tuer des gens. Can you pinpoint when you knew that there was a problem coming? Well, I would say probably even when I was in probably grade school, I started having problems. And what kind of problems were those? All males probably go through some kind of sexual fantasies. Mine was just a little bit weirder than other people. Rader décrira un incident survenu lorsqu'il était enfant, lors d'une sortie en famille, au cours de laquelle un poulet avait été attaché pour être égorgé. Et le fait d'attacher le poulet a provoqué chez Rader des sensations qu'il a qualifiées comme étant à caractère sexuel. Anyway, I think somewhere along the line I knew, probably by the time I was in 8th grade, but they exploded on January 15th, 1974. That's when the volcano exploded. Dennis Rader cultivait cette image d'homme pieux. Il était marié, il était relativement jeune, il avait 28 ans. C'était un bel homme. Il avait tout pour lui, jusqu'au jour où il perd son travail en 1973. Tout à coup, la vie n'était plus aussi parfaite. Il ne contrôlait plus la situation. Et il a essayé de compenser cela en prenant le contrôle d'un autre aspect de sa vie. Et je pense que cela a peut-être déclenché son besoin de contrôler quelque chose d'autre, ou quelqu'un. Au moment de l'affaire Otero, d'après ce qu'il raconte, il était entre deux boulots. Il s'ennuyait, il n'était pas bien dans sa peau. Alors le démon en lui a pris le contrôle. Quand on regarde les premiers meurtres connus de ces 5 tueurs en série, il faut savoir qu'ils rêvaient de tuer depuis longtemps. Dans leur tête, ils ont déjà dressé le profil de leurs victimes, l'endroit où ils les trouveraient, comment ils les attireraient. Rader avait beaucoup de fantasmes. Et il n'a pas mis longtemps avant de passer à la pratique. Et c'était aussi le cas de John Wayne Gacy. Pour moi, John Gacy est le pire tueur que l'on puisse imaginer. Une sorte de prédateur à la recherche d'une proie. Une fois qu'il l'avait choisie, dans son esprit, elle était déjà morte. John Gacy traînait souvent dans 2 quartiers homosexuels de Chicago, l'un appelé Bughouse Square et l'autre Boys Town. Il faisait plusieurs fois le tour des pâtés de maison à la recherche de sa prochaine victime. Il avait une Oldsmobile noire avec un grand projecteur côté conducteur. Beaucoup des gamins qu'il ramassait étaient homosexuels. Il en emmenait beaucoup chez lui. Pour beaucoup d'entre eux, c'était un aller simple. Gacy est passé prendre Timothy Jack McCoy, 16 ans, à la gare routière Greyhound. Selon Gacy, ce qui s'est passé, c'est qu'il lui a proposé de l'argent pour avoir une relation sexuelle avec lui. Il l'a ramené chez lui, ils se sont mis au lit. Quand il se réveille le lendemain matin, le gamin se tient au pied du lit, un grand couteau de boucher à la main. Il se dit que le gamin va l'attaquer. Il saute du lit, une bagarre s'ensuit, il lui prend le couteau, le poignarde au cœur 2 fois et le tue. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que personne normale, votre premier réflexe serait d'appeler la police. Gacy, lui, raconte avoir ressenti une grande excitation sexuelle, à tel point qu'il aurait même joui devant le cadavre.
Il va dans la cuisine et là, le gamin est en train de préparer le petit déjeuner. Il coupe le bacon en tranches. Gacy raconte « Il voulait vraisemblablement savoir si j'aimais mon bacon épais. Mais malheureusement, sur le coup, il n'a pas compris ça. Il s'est défendu, il l'a tué et enterré dans le vide sanitaire. » C'est à ce moment-là que Gacy a trouvé sa voie. Quand il a tué pour la première fois, il a ressenti ce que ça faisait d'avoir le contrôle total sur la vie de quelqu'un, de décider s'il devait vivre ou mourir, de jouer à Dieu, en somme. Et c'est à partir de ce jour-là que va commencer sa chasse ininterrompue de nouvelles victimes à torturer et à tuer. En général, quand on étudie un tueur en série, on commence toujours par essayer de mettre le doigt sur l'événement déclencheur. Dans le cas de Gacy, il y avait, je pense, plusieurs éléments déclencheurs. John Gacy a reçu à sa naissance le deuxième prénom de Wayne. Son père voulait que son fils soit un petit dur, digne du nom d'un héros comme John Wayne. Et quand Gacy voulait passer plus de temps avec sa mère, pour faire du jardinage par exemple, son père l'agressait verbalement, émotionnellement et parfois même physiquement. John Wayne Gacy, alors âgé de 4 ou 5 ans, est à l'étage dans sa maison avec une voisine beaucoup plus âgée que lui, une adolescente. Et d'après ses dires, elle lui caressait les parties génitales et le touchait d'une manière sexuelle. La mère de la fille la frappe devant Gacy. Un épisode comme celui-ci est vraiment significatif dans la vie d'un enfant, dans la mesure où la sexualité est associée à la honte et à l'agression physique. Une telle combinaison peut produire un individu capable d'agir d'une manière à la fois sexuelle et agressive. Et c'est exactement ce que John Wayne Gacy est devenu, un violeur doublé d'un tueur. J'ai été violé quand j'étais plus jeune. C'est difficile d'y repenser et d'admettre que cela s'est réellement produit. Cela vous empêche de vous considérer comme un homme. Et c'est en partie pour cela que je n'en ai jamais parlé à personne pendant toutes ces décennies. Quand j'avais 9 ou 10 ans, en 1956, ma mère et moi sommes allés dans un centre de vacances à Elkhorn, dans le Wisconsin. Il y avait un type du nom de John. Il avait environ 16 ans. Il travaillait là, il faisait des petits boulots. Je n'avais pas de copain avec qui passer du temps, alors on s'est liés d'amitié. Il avait un peu de temps libre et il voulait savoir si je voulais faire du bateau avec lui. Alors il m'a emmené faire un tour. Je n'avais jamais été sur un bateau. C'était une expérience amusante pour le petit garçon que j'étais. On a attaché le bateau. Il m'a emmené dans la forêt. Et là, il s'est passé une chose terrible. Il m'a pris par l'épaule et m'a dit « Suis-moi », en menaçant de me tuer si je n'obéissais pas. Je me suis retourné. Il a dit « Ouvre la bouche ». J'ai ouvert la bouche. Ça s'est passé comme ça. Dieu merci, c'est allé très vite. Est-ce qu'on vient au monde mauvais? Est-ce qu'on le devient? Je n'ai pas la réponse. Un prédateur sexuel ne devient pas un tueur en série du jour au lendemain. C'est quelque chose qui évolue avec la personne depuis son plus jeune âge. Au fur et à mesure, les fantasmes sexuels violents grandissent et deviennent de plus en plus pressants. Le tueur va alors chercher le moyen de satisfaire ses pulsions.
Dans les années 1960, Gacy a commencé à se rapprocher de plus en plus du point de non-retour. Il avait des relations sexuelles avec des adolescents, des mineurs. Ça allait même devenir son mode opératoire. L'un de ces jeunes garçons était Donald Voorhees Jr. C'était le fils d'un représentant de l'Iowa. Ils ont eu des relations sexuelles à de nombreuses reprises. Lorsque le garçon a finalement raconté à son père ce qui s'était passé, celui-ci est allé voir la police et a exigé que Gacy soit arrêté et jugé. Il a été accusé de viol sur mineur de 15 ans. Il a écopé de la peine maximale de 10 ans. I'm Tom Gacy. I'm from Waterloo, Iowa. And you're a man of some authority here. What is your title? Well, I'm first cook in the kitchen. Gacy n'était pas seulement un prisonnier modèle à Anamosa. Il semblait presque diriger la prison. La commission de libération conditionnelle a regardé le dossier de Gacy et ils ont dit, a priori, il pourrait probablement être un citoyen modèle. Libérons-le. Sur les 10 ans, Gacy ne purgera finalement que 18 mois. Dans les années 1970, il n'existait pas encore de registre de délinquants sexuels. Gacy est parti s'installer à Chicago et a recommencé sa vie avec une ardoise tout ce qu'il y a de plus propre. Si Gacy avait purgé la totalité de sa peine, c'est-à-dire 10 ans, 33 jeunes hommes n'auraient pas été tués. C'est là toute l'ironie de la chose, et c'est terriblement triste. C'est quand même curieux. Il y avait d'autres colocataires dans la maison à ce moment-là, et personne n'a rien entendu. C'est quand même difficile de croire que quelqu'un puisse se glisser dans votre chambre, vous enlever, vous sortir de la maison sans que personne ne remarque rien. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. En 1974, il y avait une nouvelle liberté pour les femmes. Les écoles de droit, de médecine étaient obligées désormais d'accepter les femmes et les personnes de couleur. Il était temps. C'était une époque où tous les espoirs étaient permis. En 1974, Ted Bundy était diplômé de l'Université de Washington et suivait des cours de droit. Il vivait dans le district de l'Université de Washington. Il voulait être un grand avocat ou un politicien. Il voulait se faire une place parmi les gens qui l'admiraient. Linda Ann Ely était une étudiante de l'Université de Washington qui a été enlevée dans sa chambre au sous-sol et qui a disparu sans laisser de traces. Linda Ann Ely vivait sur le campus, dans une maison qu'elle partageait avec quelques-unes de ses amies. Sa chambre était au sous-sol. Ses colocataires ne l'avaient pas vue depuis un jour ou deux. Et finalement, l'une d'entre elles est descendue pour aller frapper à sa porte. Elles étaient sûres qu'elle était là. Son lit était parfaitement fait. Elles ont remarqué qu'il y avait des traces de sang. En fouillant dans les placards, elles ont trouvé une chemise de nuit toute ensanglantée. Elle avait disparu. Personne ne savait où elle était. Linda n'était plus là. La scène de crime, du moins l'endroit où Linda Ann Ely a disparu, a été fouillée par la police de Seattle. Nous n'avions pas de technicien de scène de crime. Nous n'avions pas d'appareil photo numérique. Et je me souviens que mon lieutenant m'avait dit un jour, « Vous savez, les pellicules, ça coûte cher. Ne prenez pas trop de photos. » Donc, en moyenne, sur une scène de crime, même pour un homicide, on n'avait pas plus d'une vingtaine de clichés. Il n'y avait aucun suspect. C'était un cas isolé.
C'était vraiment le début d'une série de disparitions inquiétantes de jeunes femmes sur les campus universitaires. Our son is the best son in the world. He's a very normal, active boy. Yeah, did all the things that most boys like to do. Ted Bundy était connu pour avoir eu une enfance assez particulière. Il était considéré comme un enfant illégitime, sa mère n'étant pas mariée à l'époque. Il a donc passé les premières années de sa vie chez ses grands-parents maternels. Ted Bundy a été élevé en croyant que ses grands-parents étaient ses parents et que sa mère était sa sœur. Il a donc fait ses premiers pas dans la vie au milieu d'un imbroglio de mensonges et sa personnalité a commencé à se former sur la base de cette dynamique familiale très malsaine. J'ai connu Ted Bundy de l'âge de 5 ans jusqu'à 15 ans. Mon frère avait l'âge de Ted. Donc, la plupart des garçons du quartier traînaient ensemble et j'étais la petite sœur qui les suivait partout. Mon frère m'avait dit de ne pas m'approcher de Ted, que c'était un gamin méchant. Ted aimait faire des trous dans le sol et y enfoncer des piquets la pointe vers le haut. Et puis, il camouflait le trou avec des feuilles, des bâtons et des brindilles, de sorte qu'on ne puisse pas le voir. Un jour, une fille qui habitait 2 rues plus haut a mis le pied dans l'un des trous et s'est fait lacérer tout le côté de la jambe. Il aimait ça. Il aimait faire peur aux gens, surtout aux petites filles, et il aimait leur faire du mal. Il aimait aussi torturer les animaux. Une fois, on a retrouvé un chat du quartier suspendu à une corde à linge et en feu. Il avait aspergé d'essence et il avait mis le feu. Et on pouvait entendre le chat hurler. C'était horrible. En ce qui concerne les 5 tueurs en série dont nous parlons, la cruauté envers les animaux est un élément qui revient, une sorte d'entraînement avant de passer à des victimes humaines. Si un individu a la capacité de faire du mal à un animal, il est forcément plus facile pour lui de faire du mal à un autre être humain. Nous l'avons vu avec Ridgway, Rader, et même avec Gacy et Bundy. Son comportement était très révélateur de ce qu'il était au fond de lui. Je doute que les habitants du quartier aient été surpris de voir Ted se transformer en tueur. Adolescent, Ted Bundy était un jeune à problème. Il volait déjà à l'étalage. À l'âge de 14 ans environ, il avait été arrêté pour voyeurisme. Puis, il s'est inscrit à l'université de Washington. Lors d'un de ses cours de psychologie, il apprend que les gens ont tendance à vouloir plus facilement aider quelqu'un qui a l'air vulnérable. Avant le premier meurtre, Ted Bundy avait une vie assez normale vue de l'extérieur. Il sortait avec une jeune femme, Stephanie Brooks. Stephanie Brooks représentait tout ce qu'il désirait avoir dans la vie. L'argent, la catégorie sociale, la beauté. Et en la fréquentant, il avait tout ça à portée de main. La piètre image que Bundy avait de lui-même a été en quelque sorte rehaussée par sa relation avec Stephanie Brooks, jusqu'à ce que cette dernière mette fin à leur idylle. Ça a été un véritable tournant pour Bundy. Ça l'a dévasté. Il s'est senti abandonné, trahi. Et c'est à ce moment-là que Bundy décide de passer à l'acte et d'essayer d'enlever sa première victime. Dans l'affaire Bundy, on parle souvent de la ressemblance physique entre ses victimes et la femme qui lui a brisé le cœur, et du fait qu'il s'agissait peut-être d'une vengeance, une sorte de revanche.
Il était tellement en colère contre elle de l'avoir rejetée que son envie irrépressible de tuer a pris le dessus. Il ne pouvait plus contrôler ses pulsions et quelques années plus tard, Linda Neely a été tuée. Il y a quelque chose dans les premiers meurtres qui a tellement assouvi leur désir qu'ils sont rapidement devenus accros à ces sensations. On a pu le voir avec Bundy et on le voit avec Dennis Rader. Après les meurtres de la famille Otero, la police n'avait aucune piste. Pas l'ombre d'un suspect. 3 mois après les meurtres, Dennis Rader décide de frapper à nouveau. Cette fois, c'est une étudiante de Wichita, Catherine Bright. Dès qu'il a vu Catherine Bright, Dennis a décidé qu'elle serait sa prochaine victime. Et pendant les semaines qui ont suivi, il l'a espionnée. Mais il n'avait pas prévu que son frère serait avec elle ce soir-là. Broke into the house and waited for her to come home. She and Kevin Bright came in. I wasn't expecting him to be there. They got out of hand. Il les a attachés tous les deux. À un certain moment, Kevin a réussi à dégager ses pieds et il a attaqué Dennis Rader. Ce n'était pas du tout dans le plan de Dennis. He broke his bonds and he jumped up real quick like. I pulled my gun and quickly shot him. Hit him in the head. He fell over. I could see the blood, and as far as I was concerned, I thought he was down. Puis le tueur revient vers Catherine. Elle se débat. À un moment donné, Dennis sort un couteau et poignarde Catherine plusieurs fois avec une grande férocité. Kevin, qui a finalement survécu, réussit à s'enfuir par la porte d'entrée. Kevin Bright sort en courant, se dirige vers une supérette de l'autre côté de la rue et appelle la police. Lorsque la police arrive sur les lieux, Catherine est sur le sol de la cuisine. Un officier lui demande si elle connaissait la personne qui l'avait attaquée. Elle répond non. C'est la dernière chose qu'elle dira. Les secours arrivent, ils l'emmènent, essaient de la sauver. Elle mourra un peu plus tard dans la journée. Il a failli être attrapé, et c'est pourquoi, dans ses meurtres suivants, il sera très prudent et s'assurera qu'aucun homme n'est dans les parages, qu'aucun contretemps ne viendra le perturber. La description de Kevin Bright colle assez bien avec Dennis Rader. Mais elle n'a pas servi à grand-chose. Ils cherchent un solitaire, un criminel, quelqu'un qui sort de l'ordinaire. La police s'est mise à chercher une personne avec un mobile, quelqu'un qui avait une raison de commettre ces meurtres. Et même si Dennis Rader était dans leur champ de vision, qu'il pouvait être un suspect potentiel, ils ne s'intéressaient pas à lui. Parce que de l'extérieur, il ne ressemble pas à quelqu'un qui aurait pu faire ça. Ça a fait longtemps la une de l'actualité. Il y a eu une certaine consternation quand la police n'a pas réussi à trouver le tueur. Est-ce que les enquêteurs font leur travail? Pourquoi n'attrapent-ils pas le responsable? Puis, les gens ont oublié. Il y a eu 5 homicides à Wichita à quelques mois d'intervalle. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les forces de l'ordre ne disposaient pas du progrès technologique d'aujourd'hui pour relier entre elles les affaires d'homicide, en particulier dans l'affaire de BTK.
C'est dans les années 70, on est à Wichita, au Kansas, et la police de la ville n'a pas l'habitude de s'occuper d'affaires d'homicide. Elle n'a pas été formée pour ça. Au début, personne n'a fait le lien entre Catherine Bright et son frère et les meurtres de la famille Otero. Il y avait peut-être des similitudes, mais tout le monde pensait qu'il ne s'agissait que de coïncidences. Nous n'avions aucune idée de l'ampleur que cette histoire allait prendre. Au printemps 1974, le mode opératoire de Ted Bundy consistait à traîner sur les campus universitaires où il se fondait parfaitement. Il avait tout d'un étudiant, et à cette époque, les campus étaient un endroit sûr. Une jeune femme sur un campus n'avait aucun problème à quitter la bibliothèque tard dans la nuit pour aller à sa chambre. Les parents aussi étaient sereins quant à la sécurité de leurs enfants. Sue était une enfant adorable. Elle avait beaucoup d'ambition. Depuis toute petite, elle adorait aller à l'école. Vous savez, les mères ont un sixième sens quand il s'agit de leurs enfants. Avant de monter dans l'avion, elle s'est retournée, m'a regardée et m'a fait un petit signe de la main. J'ai dit à mon mari, je ne la reverrai plus jamais. Sue adorait la vie à l'université. Elle était si heureuse. C'était son rêve et son destin. Elle s'était arrangée pour partager une chambre avec une de ses copines. Un soir, ne la voyant pas revenir, sa colocataire a senti tout de suite que quelque chose n'allait pas. Elle a donc appelé la police du campus. For her not to come home was just not right. She just wouldn't do that kind of thing. She just wouldn't. Well, first of all, it was unexpected. Quand mon mari me l'a annoncé, c'était un sentiment bizarre. Il m'a dit, Sue a disparu, il ne la trouve pas. Et j'ai dit, elle est morte? C'était une autre époque. Nous n'avions pas d'ordinateur, pas d'ADN, pas d'alerte enlèvement. Il n'y avait aucune coordination entre les différents services de police. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était mettre des avis de recherche dans les petites annonces du journal de Seattle. Dans beaucoup d'affaires impliquant Ted Bundy, souvent les gens pensaient que la fille était juste partie en virée avec des amis ou avec son nouveau petit ami. Dans les années 1970, le concept de tueur en série n'existait que dans les films. Les gens n'étaient pas du tout familiers de ce concept. À un moment donné, je me souviens que quelqu'un a dit à mon mari, « Vous allez vous sentir bête quand elle va réapparaître au bras de son nouveau mari. » C'était ça la mentalité à l'époque. Dieu merci, ça a changé depuis. Pendant la première moitié de 1974, il y a eu une série de meurtres, environ un par mois. Les victimes avaient à peu près le même âge. Physiquement, elles se ressemblaient beaucoup et avaient un style de vie quasiment identique. Le mode opératoire de Ted Bundy consistait à essayer d'obtenir la confiance de ces jeunes femmes. Il était le genre de personne qui pouvait convaincre une jeune femme d'aider un parfait inconnu. Il ciblait des jeunes femmes gentilles et pleines d'empathie pour pouvoir les manipuler plus facilement. La nuit où elle a disparu,
Elle est tombée sur lui devant la bibliothèque. Il savait qu'elle passait par là pour se rendre au dortoir. Il l'a attendue là, un bras en écharpe. Il lui a demandé de l'aide pour transporter ses livres. Tu peux m'aider jusqu'à ma voiture? Nous apprenons à nos enfants à être compatissants, à se montrer serviables, à tendre la main à ceux qui en ont besoin. C'est à se demander si on a tort de les élever comme ça. Je ne pense pas. Il est primordial de continuer à leur apprendre à aider les autres. Et c'est ce qui s'est passé. Elle l'a aidé. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les tueurs en série ne sont pas perçus par le monde extérieur comme des fous furieux. We are not some kind of inherent monsters. We are your sons and we are your husbands. Dennis Rader avait un côté tueur en série et un côté père de famille. Le côté serial killer a pris le dessus. En enchaînant les meurtres sans se faire prendre, Ted Bundy a fini par se croire invincible. John Wayne Gacy a construit avec soin une façade extérieure qui cachait extrêmement bien la vraie personne qu'il était. Mon frère racontait, Gacy et moi, on travaille ensemble à creuser une tranchée autour de sa maison. Il ignorait qu'il était en train de creuser sa propre tombe.